Comment se porte le marché de l'emploi en Suisse actuellement? La crise sanitaire a-t-elle modifié la manière dont les entreprises suisses recrutent? Quels sont les secteurs d'activité qui recrutent en pleine crise sanitaire? Pour répondre à ces questions et bien d'autres encore, j'ai le plaisir d'accueillir Raphaël Asseo, partenaire chez Page Executive à Genève. Allez, c'est parti! Bienvenue sur Travailler et vivre en Suisse, le seul podcast entièrement dédié à l'emploi et à l'expatriation en Suisse. Nous vous aidons à mieux comprendre la Suisse et à concrétiser votre projet professionnel avec des conseils et des infos pratiques. Résidents, expatriés, frontaliers, écoutez dès maintenant notre spécialiste, David Talerman. Bonjour et bienvenue dans cet épisode du podcast Travailler et vivre en Suisse. Alors nous allons aborder aujourd'hui le sujet du marché du travail en Suisse. Alors dans quel état est le marché suisse? Comment cela se passe après autant de mois de difficultés et de crise sanitaire et pratiquement un an de Covid? Alors rien de mieux pour aborder ce sujet que de demander à quelqu'un qui le vit au quotidien, à un acteur de l'emploi en Suisse. Et donc, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Raphaël Asseo, qui est partenaire chez Page Executive, qui est une filiale de Page Group. Raphaël, je te laisse te présenter plus en détail et présenter ta société, et après, nous aborderons les questions. Très bien, je vais essayer de faire court. En tout cas, merci de l'invitation et ravi d'y participer. Donc, en deux mots, Raphaël Asseo, je travaille pour Page Executive, qui effectivement est pas une filiale, mais une marque du groupe Page, bien connu sous la fêtière Michael Page, qui a donc 44 ans d'existence sur le marché international, 2-3 chiffres, 7000 collaborateurs aujourd'hui dans le monde, c'est à peu près 35-37 pays et 150 bureaux physiques. La marque exécutive a un peu moins de 20 ans et donc s'inscrit au sein du paysage Page dans les strates effectivement d'exécutifs de fonctions directionnelles. C'est une petite boutique d'executive search qui s'inscrit assez bien dans ce paysage et dans la continuité en tout cas de Michael Page. Donc 180 collaborateurs aujourd'hui dans le monde, on est 6 en Suisse avec une représentation des secteurs majeurs qui vont du healthcare, du ICT, de l'industrie, etc., etc. Donc, moi, en temps normal, je suis basé à Genève et je couvre essentiellement le marché suisse. Merci Raphaël pour cette présentation. Et c'est vrai que quand on pense au groupe Page, c'est vrai que quand tu dis une petite boutique, ça fait toujours sourire, mais effectivement. Une boutique relative au reste des troupes. J'ai compris. Alors première question, Raphaël, de ton point de vue, peux-tu me dire comment se porte le marché de l'emploi en Suisse actuellement? Alors, c'est un paysage qui est souvent un peu le paysage de la Suisse, qui est un peu surprenant dans le sens où il y a du bon et du moins bon. Je vais surtout vous parler du bon parce que je pense qu'aujourd'hui, on a tous besoin d'éléments positifs. On peut regarder des indicateurs déjà pour commencer, des indicateurs qui ont entre autres été publiés par nos soins, parce qu'on a ce Job Market Index qui est assez souvent publié dans la presse, le dernier étant celui de décembre, où il y avait quand même de bons chiffres sur certains types de métiers et de secteurs. J'en citerai entre autres 2 de secteurs qui sont au sens large les métiers de la technologie, l'IT entre autres, et puis le healthcare qui se développe bien, pas uniquement en Suisse, mais je pense à l'international, où on a vu nous des chiffres donc de croissance et de développement en tout cas intéressantes. Là aussi, morcelés certainement, pas tous les acteurs du healthcare qui sont un combo en Suisse d'acteurs de medical device, de biotech et de pharma, pas mal de ceux qui sont, entre autres, dans du récurrent, entre autres, dans des traitements récurrents, continuent à fonctionner assez bien, ont peut-être plus d'autres problèmes de supply ou autres. Et puis, des acteurs dans le domaine du diagnostic qui se sont bien développés, ou du data dans le domaine de la santé également. Pour ce qui est de l'IT, on a vu et on a pu assister beaucoup d'émergence de nouvelles sociétés qui ont surfé du booster de la digitalisation qui a été aussi malheureusement l'effet Covid de début d'année passée, entre autres des fintech ou des néobanques dont on entend pas mal parler, pour donner quelques exemples. Après il y a certainement un déséquilibre, tout le monde n'est pas traité à la même échelle, mais ce qui est plutôt réconfortant, c'est que notre activité se porte encore relativement bien. Et j'espère qu'il y a en tout cas de bons signes qui vont continuer sur le reste de l'année.
Je ne sais pas si le niveau de détail est suffisant, mais en tout cas, content de donner quelques chiffres également. Je suis en train de regarder mes notes. Donc, en décembre, pour en citer quelques-uns, dans le Customer Care, il y avait 13% de taux de croissance. Dans le domaine du Property Construction, donc la construction, l'immobilier, 12%. Au sens large, Healthcare Life Science, plus 8% en termes d'emploi. L'IT, 6%. Et puis tout ce qui est Financial Control et l'accounting, finance, 5%. Voilà, ça, c'est les indicateurs, en tout cas, qu'on a relevés sur la fin de l'année en termes de croissance. Ouais, écoute, des très bonnes nouvelles. Effectivement, tu as raison de commencer par là. Enfin, tu as commencé par là. Ça fait du bien d'entendre des choses comme ça. Est-ce que la crise sanitaire, ça c'est donc la question suivante, est-ce que la crise sanitaire a, selon toi, est-ce que ça a modifié la manière dont, en fait, vous recrutez des candidats aujourd'hui? Est-ce que ça a fondamentalement changé votre manière de travailler? Bien sûr que oui, dans le sens où, bon, voilà, là je suis à la maison, ce qui est pas forcément commun. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien aller au bureau et évidemment rencontrer de visu, clients comme candidats. Donc ça a changé, même si on utilisait déjà beaucoup des outils de vidéoconférence, entre autres, pour de l'assessment à distance, et particulièrement peut-être dans des strates exécutives où on va de temps en temps pas forcément utiliser de l'indogène, mais aussi des personnes qu'on va leur relocaliser des pays limitrophes. Donc, on va dire que ça a accentué, entre autres, l'utilisation de ces outils. Maintenant, donc ça n'a pas drastiquement changé parce qu'on arrive à très bien opérer à distance et entre autres, on se rend compte après maintenant une année de testing qu'on arrive à opérer et continuer à faire notre métier malgré tout. Maintenant, évidemment que si moi j'ai choisi ce métier, c'est aussi pour ces rencontres, donc il est moins aisant certainement. Il est peut-être plus difficile de faire ce qu'on va appeler du business développement avec du 109, dans le sens où il est clair qu'il est plus difficile d'établir une relation de confiance avec quelqu'un qu'on va contacter par téléphone ou par vidéoconférence. Et encore, là aussi, on a eu quelques bons exemples de commencer de nouvelles aventures dans cette période. Donc, une fois de plus, on s'adapte. On a le luxe d'être une société de service où avec un téléphone et un laptop, on peut faire déjà pas mal de choses. Maintenant, on est friand de retourner au bureau. On n'a jamais fait un shutdown complet. Même encore aujourd'hui, on a quelques-uns de nos consultants qui ont certainement plus pour l'hygiène de vie la possibilité d'aller au bureau avec évidemment toutes les règles de sécurité et d'usage. Et on limite évidemment et malheureusement le contact avec clients et candidats, mais c'est réciproque de leur côté aussi. Ce que je dis aussi, en Suisse, on a eu le luxe, une fois de plus, de jamais être en shutdown, ce qui nous a permis quand même, dans ces périodes, que ça soit mars-avril ou plus récemment, d'accompagner un processus à une rencontre quand même physique, si possible, si pour autant il n'y avait pas de réticence de part et d'autre, mais en tout cas de le solliciter, et s'il y avait aussi pas une distance entre candidat et client. Et donc, on a réussi, une fois de plus, à opérer des processus, alors soit en full digitalization ou avec un peu de contact physique quand même, parce qu'on se rend compte que c'est aussi primordial. Donc finalement, dans la mesure où on n'a pas le choix, tout le monde s'adapte et ça va très bien. Voilà, alors la plus grande difficulté, on pourra y revenir, c'est peut-être une chose qui nous occupe beaucoup, plus que le processus de recrutement qu'on arrive à relativement bien conduire, et on a de la documentation à ce sujet qui renseigne en tout cas candidat comme client, comme quoi on peut très bien opérer sous cette forme-là, à distance. C'est sur le onboarding, c'est accompagner aussi un bon onboarding et quelques conseils sur ces aspects-là. Il y a des choses tout à fait basiques comme le préparer, cet onboarding, puisque souvent l'onboarding, c'est de recevoir justement son laptop à la maison et puis de rassurer, en tout cas les premières semaines avant la prise de poste, le candidat, la candidate qui va prendre son nouveau rôle. C'est de l'aider et l'accompagner à tisser un peu sa toile en termes de réseautage interne, et puis vraiment bien planifier les premières semaines en termes de faire les rencontres d'usage, peut-être lui assigner à cette personne une personne de confiance, comme on appelle, qui peut être une personne neutre, pas forcément le manager direct ou les RH, pour pouvoir être assuré tout simplement et puis bien prendre le poste. Peut-être malheureusement cadrer un peu aussi à l'agenda dans un premier temps, mais ça rassurera surtout le candidat parce qu'une fois de plus, ô combien c'est compliqué de prendre un nouveau poste depuis la maison pour certains postes. Vous les bichonnez, vos candidats là. On essaie.
C'est génial. Alors, est-ce que les demandes de tes clients entreprises ont changé depuis la crise sanitaire? Qu'est-ce qui a changé de leur côté? Pas grand-chose dans les besoins et dans le brief des clients. Maintenant, je pense que plus que jamais, moins de souplesse dans la définition d'un rôle et les attentes. Ou si le processus est attendu à aller assez vite et peut-être sera pas à rallonge parce qu'on va essayer de condenser le processus et on peut le faire peut-être plus facilement justement grâce à des outils de vidéoconférence qui nécessitent moins de déplacements et où justement où le déplacement ne se fait pas, entre autres. Les prérequis sont assez clés parce qu'aujourd'hui il y a des postes bien précis et clés dont on a besoin. Et il y a des postes, par contre, qui ont peut-être plus de difficultés à être recrutés parce qu'ils sont forts de communication et de réseautage et ô combien ces aspects-là sont peut-être plus difficiles quand on a tout à refaire dans un nouveau poste. Donc, c'est une approche peut-être plus stricte du respect du cahier des charges qui est du mandataire. Vous allez inciter peut-être votre client entreprise à être encore plus peut-être précis dans son cahier des charges, c'est ça, et faire en sorte que derrière, vous finalement, il y a encore plus de cadrage par rapport à ce recrutement. C'est ce qu'il faut comprendre aussi. Chaque recrutement est clé en tout temps, mais en ces temps, si vraiment il y a un poste qui est vacant, c'est qu'il y a une bonne raison. Et du coup, on n'est pas à, penser la structure à si long terme. Il y a des besoins clés à un moment T. La visibilité est assez courte. Donc, notre réponse, c'est si de temps en temps on peut reprocher à un recruteur de peu être inventif et de répondre justement à 85 à 100% des prérequis, là, c'est vraiment ce qui est attendu en tant que tel. Et c'est que la largesse qu'on pourrait de temps en temps offrir, de dire « c'est un outsider » et répond plutôt à 50 ou 60% des prérequis, mais pas la plus grande partie. Là, cette oisiveté qu'on pourrait avoir en temps normal, on l'a moins parce qu'il y a un cahier strict à cette. Oui, c'est un phénomène, effectivement. Là, on sentait bien, en tout cas, les candidats avec qui moi je suis en contact le sentent bien. En fait, ça se resserre, il y a moins d'espace. Et pour donner un exemple, que ça soit dans l'exécutif ou que ça soit dans des fonctions de support ou de mid-management, il y a évidemment en ces périodes un développement de la mission de type temporaire, ponctuelle, parce qu'on a besoin d'une solution souvent assez plug and play. Donc, il y a aussi un recrutement à tout niveau de quelqu'un qui va être rapidement opérationnel avec une solution. Et pour ça, une fois de plus, il faut déjà un bagage existant. La learning curve est plus difficile, donc on aura peu de temps à octroyer à former et à donner le temps à la personne de prendre son poste, et du coup il faut qu'elle vienne déjà avec une forme de solution. Il faut que ça matche rapidement, quoi. Pour prendre un vocabulaire de dating. Juste. Très bien. Alors aujourd'hui, Raphaël, quel est ton outil ou ton canal principal de recrutement aujourd'hui, maintenant, en période de Covid, en fait? Comment ça se passe pour toi? Tu recrutes comment, en fait? Alors là aussi, il n'y a pas grand-chose qui a changé et donc on va dire que l'outil principal, il n'y en a pas réellement. C'est une multitude de choses qui font que, et heureusement. Donc, je dirais dans la chronologie, l'outil principal dans un cabinet de recrutement, peu importe sa taille et les strates qu'elle peut servir ou les métiers, c'est une base de données. Alors, on aura tendance, et c'est souvent une question qu'on pose à des recruteurs, quid de LinkedIn? Oui, LinkedIn, outil fantastique. Je suis le premier à utiliser l'outil depuis 15 ans, et ô combien il est fantastique. Certains vont l'appeler une base de données à ciel ouvert, partiellement parce qu'en fin de compte, elle est peu renseignée. Et bien, il manque la qualification du candidat. Ce sont effectivement une fiche d'une personne que certains vont documenter de bonne ou moins bonne manière. Et du coup, c'est à nous vraiment d'aller documenter. Et donc, c'est là où une base de données d'un cabinet est plus détaillée. Alors, on a le luxe d'avoir une base de données qui est bien fournie parce que 44 ans d'existence sur le marché international, 20 ans sur le marché suisse,
qui permet d'avoir une base de données très solide. Donc ça, c'est l'outil principal qu'on renseigne, qu'on update et qui a un niveau de renseignement qui est plus supérieur à ces outils, mais une fois de plus, sont aussi indéclinables. Le reste, bien sûr que c'est le savoir-faire des consultants de notre société qui viennent soit former, soit viennent se former chez nous, mais qui ont une compétence d'assessment et d'évaluation, et puis aussi une compétence de connaissance de marché, de lecture du marché et d'accompagnement des processus, tant du côté candidat que des clients. Et après, une fois de plus, ça peut être plein d'autres choses. On utilise beaucoup d'outils d'intelligence artificielle, nous aussi, aujourd'hui, pour faire un peu de pré-screening. Mais heureusement que l'humain est bien partie prenante encore du processus pour accompagner les deux parties. Donc, quand tu parles d'outils d'intelligence artificielle, ça signifie que vous les utilisez dans le cadre de votre base de données qui est propre. Et ça vous permet effectivement de repérer des candidats potentiellement intéressants pour les postes que vous avez, c'est ça, hein? Oui, je vais pas. Alors, aujourd'hui, il y a plein d'outils qui sont fantastiques dans le domaine du recrutement. On en a testé certains, des vidéos préenregistrées avec des lectures, etc. On n'enlève pas une fois de plus le métier premier. Non, pour nous, l'intelligence artificielle sont des outils moteurs de réplication, de dispatch peut-être aussi d'annonces, de pré-screening aussi par des keywords, par donc des mots-clés, pour faciliter un petit peu le travail justement de de pré-screening, comme on dit. C'est essentiellement ça. D'accord. Donc tu as dit un mot qui pour moi est le mot magique en ce moment, c'est le mot keywords, les mots-clés. Ton point de vue peut-être là-dessus, Raphaël, un candidat aujourd'hui, donc en termes de mots-clés, il faut qu'il soit au top du top, sinon ça va être compliqué pour lui, notamment de ressortir dans les moteurs, en tout cas dans les outils de CRM que vous avez. Oui, après, une fois de plus, je pense qu'il ne faut pas tronquer son monde, donc c'est surtout un bon combo, une bonne combinaison des hard skills, comme on les appelle, les compétences clés métiers que la personne va avoir, mais ne pas oublier la partie soft également, qui est aussi importante que le reste. Faut-il avoir des buzzwords? Souvent, les gens disent des buzzwords. Est-ce qu'il faut avoir quelques mots-clés? On peut, bien sûr, on peut. Mais je pense que c'est un juste niveau de détail. Je dirais qu'il ne faut pas non plus alourdir un CV qui est trop long. Et puis, à la fois, il faut avoir juste les bons éléments, qui soient des bons teasers, des choses qui vont appeler, qui vont attirer, mais en étant toujours très transparent sur la réalité. Alors, ce qui me rassure quand je t'entends, Raphaël, c'est que j'entends qu'il y a quand même une grosse part d'humain, et ça fait quand même du bien. Voilà. Peut-être que je suis vieux jeu, hein. Peut-être qu'il faudra interviewer quelqu'un qui rentre dans le métier et qui utilise peut-être mieux des outils d'intermédiation dans le domaine, mais non, heureusement qu'il y a encore beaucoup d'humains, et heureusement et pas qu'à un niveau, une fois de plus, d'exécutif ou de fonction directionnelle. Il est aussi compliqué de recruter un ou une bon comptable ou assistant executive assistant qu'un big boss, parce que je pense que tous ces éléments sont clés, et où le processus d'évaluation, qui des fois peut être plus long chez l'un que chez l'autre, a la même incidence, c'est d'aller trouver quelqu'un qui est professionnel, qui s'inscrit dans le paysage. D'accord. Merci, Raphaël. Alors, on parlait de LinkedIn. Juste une petite question sur LinkedIn. Tu sais, il y a un petit débat là qui se joue autour du badge vert qu'on voit sur certains candidats, là, le Open to Work. Ton avis de recruteur, c'est toujours très intéressant. Tu en penses quoi, toi, quand un candidat a le badge Open to Work là sur LinkedIn? Je me suis fait la première réflexion quand j'ai vu ça. Je trouvais, au départ, je me disais peut-être que c'est un peu stigmatisant, donc pas forcément bien. Maintenant, je vois qu'il y a aussi d'autres banners. Je crois qu'il y a aussi celle où I Recruit, oui, c'est ça. Ce qui est intéressant aussi.
Non, ce sont des indicateurs qui ont au moins la vocation d'être visibles. Donc, je pense qu'aujourd'hui, d'un coup d'œil, au moins, c'est clair. Courageux sont ceux qui effectivement assument en disant je suis en recherche, il faut appelez-moi. Donc c'est très bien. Non, moi j'ai pas de jugement de valeur parce que je trouve qu'il y a autant de très très bonnes personnes sur le marché qui sont en recherche active et donc il y a pas de mal à ça. Donc ça doit pas être rebootant en tant que tel. En tout cas pour moi ça ne l'est pas. D'accord, super. Merci Raphaël. Alors, si tu devais donner maintenant 3 conseils à un candidat qui postule aujourd'hui chez PageGroup, lesquels ce serait quoi ces conseils? Tu donnerais quoi comme conseil? Alors, on en a déjà parlé, je t'ai déjà fait rire à ce sujet. Je disais, soyez courtois et sympa avec les consultants. Alors, je le dis pour nous aussi, on le doit. Je pense qu'on dit souvent que voilà, c'est notre première vitrine et souvent même c'est le premier vecteur aussi, le candidat. Donc, mais je conseille aussi aux candidats qui ont des fois une méconnaissance de notre métier, qui ont l'impression qu'on leur doit quelque chose. Et évidemment, on leur doit quelque chose. On passe 1 heure, peut-être des fois plus, à les écouter, à des fois les guider, alors qu'on n'a pas forcément matière, puisque un consultant lambda va voir X nombre de candidats en proactif ou liés à des recherches en cours annuellement. Souvent, ce ratio, j'ai pas envie de le dire, mais il est relativement important et on place un nombre qui est évidemment bien plus limité. Donc, il y a beaucoup de gens qu'on va rencontrer, mais qu'on va pas placer. Ça veut pas dire qu'ils vont pas passer un bon moment et ça veut pas dire que l'échange va être cordial. Il n'y a pas forcément de lendemain, par contre, et on attend souvent le lendemain du côté du consultant parce que on a besoin d'être pris en main. Et en fin de compte, c'est pas notre métier. Notre métier, c'est de servir un payeur, un mandataire qui est une société. Maintenant, il va de soi qu'on donne de bons conseils et j'espère que sans voler la vedette à des cabinets d'outplacement dont c'est le métier, eh bien, on promulgue quand même quelques bons conseils. On est prêt à donner. Moi, il y a peu de personnes qui font partie de mon réseau qui peuvent pas m'appeler. Ils ont mon portable, ils ont mon email. Alors, ils n'ont pas toujours une réponse dans les temps parce que j'arrive pas à répondre toujours à tout le monde et en tout temps. Et je m'en excuse, je profite. Mais voilà. Donc, cette courtoisie est importante. Je parlerai aussi de réciprocité, mais ça, c'est un moyen. C'est de dire, finalement, vous attendez du consultant qui vous donne des conseils et qui pense à vous demain. Soyez aussi généreux en information. Soyez intelligent à donner des informations de marché. Vous êtes vous-même en recherche active peut-être. Vous avez peut-être un processus qui a capoté, donc peut-être donner un peu de matière à un consultant. Et puis, cette espèce de réciprocité, de générosité qu'on attend souvent dans notre marché, particulièrement le marché suisse et qui fonctionne assez bien, eh bien là va être certainement un booster de bonnes relations. Et puis c'est là aussi, c'est une justesse de bien garder le contact, c'est pas trop alourdir, c'est pas trop d'attendre, mais de se faire quand même visible de temps à autre. Et puis savoir rendre service. J'avais un 3e conseil et je l'ai oublié. Je vais essayer de le reprendre dans mes notes. L'entretien proactif, je pense effectivement de le solliciter. Pourquoi? Parce que l'entretien proactif n'est pas ciblé sur un poste. Du coup, on peut un peu parler plus ouvertement. Et puis, il aura vocation de faire connaissance. Parce que finalement, faire connaissance, c'est mieux se préparer le moment où il y a le business case et il y a une opportunité qui va faire que. C'est évidemment de solliciter plutôt cette approche. Après, il y a aussi des consultants qui sont très occupés, IT, healthcare, qui vont être très occupés, qui ont une activité volumique de postes à pourvoir et du coup vont vraiment dédier leur temps à rencontrer des candidats pour des postes en cours. Donc ceux-ci ont peut-être un petit peu moins de temps pour de la proactivité, mais je crois qu'il y a personne sur ce marché, même à la compétition, qui n'octroie pas de temps à rencontrer des candidats en proactif pour justement, effectivement, rester alerte, rester en éveil et puis aussi être disponible. Oui, puis c'est vraiment une démarche de réseautage. Et ça, c'est quand même un élément, en tout cas, je le dis souvent, je pense pas que tu me désavoues là-dessus, mais c'est probablement une des meilleures assurances chômage la meilleure assurance chômage qu'on puisse imaginer, le réseautage qui s'entretient et qui se fait précisément pas uniquement quand on en a besoin, mais tout le temps. Ça, j'aime bien le dire aussi. Ouais, la preuve.
c'est time consuming, hein, ça prend du temps, mais il faut jamais le mettre de côté, effectivement. Et une fois de plus, avec toujours cette idée un peu de réciprocité, de se dire qu'en fin de compte, le réseautage, c'est both ways, c'est comment est-ce que je peux te rendre service, toi aussi, lorsque directement je suis demandeur, ou directement. Très bien. Écoute, notre entretien touche à sa fin, cher Raphaël, à moins que tu aies peut-être encore d'autres choses à dire. Mais je me prenais au jeu, donc je ne sais pas si... non, mais merci une fois de plus. Merci une fois de plus. Et voilà, garder, dépendamment de la diffusion de ce type d'entretien, voilà, garder espoir. Je pense qu'on vit évidemment quelque chose de difficile, mais il ne faut pas rester là-dessus. Il y aura un après. Et même en cette période, il y a plein de bonnes choses qui subsistent, qui existent. Il faut peut-être creuser un petit peu plus, et puis continuer à faire du bon réseautage, comme tu l'as cité. Donc, merci beaucoup, Raphaël, pour cet entretien et ces notes très positives, cette conclusion très positive. Alors, en ce qui me concerne, moi, je vous invite très naturellement et tout simplement à vous connecter à Raphaël ACO. Je pense qu'on peut le trouver relativement facilement sur LinkedIn. Je pense que tu ne diras pas non. Et à la rencontrer pour de vrai quand on pourra de nouveau le faire dans les bonnes conditions. En tout cas, Raphaël, je te remercie infiniment pour ton temps, pour tes conseils, pour ta vision du marché. Ce sera très utile pour les personnes qui nous écoutent, j'en suis certain. Et c'est toujours très très bon d'avoir et très important d'avoir un avis de quelqu'un qui vit les choses de l'intérieur. Et en l'occurrence, c'est ton cas. Donc vraiment merci. Voilà, je vous invite à aller donc à rencontrer, en tout cas au moins virtuellement dans un premier temps, Raphaël sur son profil LinkedIn, et bien sûr à vous intéresser donc à Page Executive ou à évidemment tout ce que fait le Page Group, que vous trouverez très facilement aujourd'hui sur le web ou aussi sur LinkedIn d'ailleurs. Voilà. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis donc à très bientôt. Raphaël, merci à toi. Merci encore. Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode de Travailler et vivre en Suisse. Abonnez-vous à ce podcast et notez-le. Visitez le site www.travailler-en-suisse.ch pour plus d'informations sur le sujet abordé aujourd'hui et pour accéder à encore plus de ressources et d'informations.